Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Marie et aujourd'hui je vous retrouve pour un point lecture. En ce moment je dévore les livres, je suis à un livre tous les 2 jours à peu près. J'ai même pas le temps de me poser et de vous parler des livres que j'en ai déjà lu 5 autres. Donc là je me pose, on est dimanche, il fait beau dehors, incroyable. Je vais faire 2 parties pour cette vidéo, voilà. Donc au moment où vous regardez cette vidéo, sachez qu'il y en a une deuxième qui va bientôt sortir, dans la foulée potentiellement. Big up pour le changement de décor. Voilà, peut-être que vous retrouverez ce décor dans mes autres vidéos. Du coup, je sais pas encore si je vais m'installer ici pour faire mes vidéos, j'ai pas encore décidé. Mais ces bibliothèques ont été construites par ma copine de ses propres mains avec des planches de bois qu'elle a trouvées un peu partout. Et donc je les aime beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai une vidéo qui est déjà en ligne de réorganisation de bibliothèque. En anglais, certes, mais c'est surtout de la musique et de moi qui range des livres, donc si ça vous fait kiffer, vous pouvez aller voir. Et sans plus attendre, on va passer au vif du sujet. J'ai lu Le Royaume des Géants de Dana B. Chalus, je sais pas comment on prononce son nom. Le tome 1 s'appelle Le Secret des Nuages. Ici, on suit dans un monde un peu post-apocalyptique, pardon, une jeune fille qui s'appelle Saf et dont le rêve est de découvrir ce qui se cache au-dessus des nuages parce que il y a des espèces de gros nuages sur le monde et personne ne sait vraiment ce qu'il y a dedans. Et elle est persuadée qu'il y a un truc, potentiellement des dragons, on n'est pas trop sûr, et elle aimerait bien aller voir. Donc ça c'est son grand rêve. Le personnage principal, Sav, qu'on suit pour plus de la moitié de l'histoire, est une fille qui pense que tout lui est dû, à qui tout tombe dans la main. Vraiment, les situations sont bien trop faciles. On la laisse faire tout ce qu'elle veut. Elle obtient tout ce qu'elle veut d'un claquement de doigts. C'est un truc de fou. Elle arrive à chouiner et à se plaindre sur des situations où elle est dans le besoin, mais elle se met toute seule dans ces situations-là. Et ça m'a vraiment, elle m'a prodigieusement énervée. Et en général, quand un personnage principal nous énerve, c'est dur d'apprécier la lecture. Et là, c'est vraiment ce qui s'est passé. Les intrigues romantiques, puisqu'il y a toujours des intrigues romantiques, sont encore une fois beaucoup trop rapides et ça sonne vraiment très très faux. Et c'était très compliqué de lire entièrement ce livre sans être énervé. Je vous assure qu'il y a plein de passages, surtout avec le personnage principal, qui m'ont donné envie de jeter ce livre contre un mur tellement ça m'a énervé. C'était pas mal écrit, le monde était pas nul, c'est tout simplement le personnage principal qui obtient tout ce qu'elle veut, qui est mise en aucune difficulté, alors que quand même il y a des situations où elle pourrait se retrouver en difficulté, mais non, pas du tout. Elle a un plan, elle se tient à son plan, tout se passe merveilleusement bien, elle découvre des trucs en 2 secondes, et je sais pas, tout avait l'air d'aller trop vite et puis elle m'a juste énervée par sa personne et qui elle était. Ensuite, j'ai lu Les Lettres à Milena de Franz Kafka. J'ai jamais rien lu de Franz Kafka. Pourtant, il y a quand même des nouvelles qui sont assez connues de lui, hein, je pense notamment à La Métamorphose. Je vais m'y mettre un jour. Du coup, j'ai été très motivée par les Lettres à Milena qui sont incroyablement belles et aussi incroyablement tristes. Franz Kafka est un auteur du XXe siècle et il est autrichien, donc il écrit en allemand. Et Milena, c'est une jeune traductrice tchèque qui traduit ses romans en tchèque. Donc à l'époque où ils se rencontrent, Milena a 23 ans et lui presque 40, et ils vont s'échanger des lettres pendant près de 8 mois, 9 mois, tous les jours. Imaginez, hein, une lettre chaque jour, plus des télégrammes, attention, il y a tous les moyens qui sont employés. Et c'était vraiment très poignant comme lecture. Je pense que il y a certains auteurs dont j'aime pas les romans, dont j'aime pas les œuvres, et par contre étudier leur correspondance, c'est quelque chose qui me fait kiffer parce que je trouve qu'on en apprend énormément sur une personne en lisant ses correspondances, ses sentiments les plus profonds et les plus personnels. Et là, c'est vraiment un très beau témoignage de ça parce que d'après ce que j'ai lu, donc j'ai lu la préface évidemment qui explique qui sont les personnes concernées, et c'est apparemment le meilleur témoignage qu'on ait de la psychologie de Kafka. Même si leur relation épistolaire a duré très peu de temps, c'était une relation qui était très passionnelle. Donc voilà, moi je l'ai lu en anglais puisque ma copine me l'avait offert en anglais. Dans cette édition-là, on retrouve donc les lettres à Milena, aussi l'éloge funèbre que Milena a fait pour Kafka quand il est décédé, et quelques correspondances entre Milena et certains des amis de Kafka dont elle était le plus proche.
Donc c'était très intéressant. Toujours sur ma lancée, j'ai lu La lettre au père parce que c'est une lettre dont Kafka parle dans ses correspondances à Milena et c'est à elle qui va envoyer cette lettre au père. Et plus tard, il va confier la lettre à sa mère pour qu'elle la donne à son père et je crois que sa mère va la lire et ne jamais la donner au père. Donc ici, on peut voir à quel point les liens familiaux entre Kafka et particulièrement son père sont compliqués. Et ça montre vraiment les relations, je crois, père-fils de l'époque, de tout le monde. Et c'est encore une fois une lettre qui est très poignante et très triste aussi. Et c'est vraiment une tentative désespérée d'essayer de contacter l'autre, d'essayer de comprendre l'autre et d'essayer d'expliquer. Et à l'époque, c'est pas quelque chose qui se faisait spécialement, je pense. Lire cette lettre, c'était pareil, exactement comme les lettres à Milena, c'était un énorme coup au cœur. Voilà, donc je recommande Kafka, dont je vais lire La Métamorphose, sûrement bientôt. D'ailleurs, j'ai perdu le bouquin, je sais pas où je l'ai mis, mais je vais lire ses livres, mais je pense que je vais préférer ses correspondances. Véritablement, j'adore les correspondances, et mon format de livre préféré, c'est les romans épistolaires ou les correspondances. Tout ce qui est sous forme de lettres, j'adore. Ensuite, un jour où je m'ennuyais, j'ai lu Les crimes et horreurs de l'histoire de France de Benoît Garneau. Alors là, c'est vraiment factuel, hein, donc on a des exposés de plusieurs crimes et des conséquences de ce crime pour les criminels. Donc la façon dont ils ont été punis en fonction de l'époque, en fonction des croyances. Et en fait, c'était intéressant de voir comment la société évolue à travers les sentences qu'on donne aux meurtriers, parce que la gravité des crimes change selon l'époque, et c'est assez intéressant d'étudier ça. Je recommande pour ceux qui sont intéressés par le crime, qui sont intéressés par les podcasts criminels, les affaires criminelles. Là, c'est d'autant plus intéressant que c'est dans l'histoire. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des affaires de maintenant, du 21e, 20e siècle, mais là, il y a beaucoup de choses très intéressantes. J'ai enfin lu Frankenstein de Mary Shelley. C'est un livre que j'ai retardé au maximum parce que la littérature horreur, c'est quelque chose qui me correspond pas du tout. Dans ma tête, quand je lis, je vois un film. Donc si je lis quelque chose qui fait peur, je ne dors pas pendant 3 ans. Donc j'ai mis de côté mes peurs et je me suis dit allez, on y va. Ça faisait beaucoup moins peur que ce à quoi je m'attendais. En fait, ça m'a pas du tout fait peur. Après, je suppose que c'est de l'horreur selon les critères du 19e siècle. Ici, on suit l'histoire du professeur Frankenstein qui découvre comment insuffler de l'énergie à des êtres qui sont décédés et qui va créer une créature, vraiment une créature horrible, une créature inhumaine. Et cette créature va lui échapper et commencer à commettre des crimes. Ce qui était intéressant dans ce livre-là, déjà il y a toute une partie qui est épistolaire, puisque en fait c'est le docteur Frankenstein qui raconte son histoire à quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre raconte l'histoire du docteur Frankenstein à sa sœur en lui envoyant des lettres. Je sais pas si c'était clair ce que j'ai dit. Ce que j'ai adoré avec ce livre, c'est que la créature est censée être horrible, on est censé la haïr, on est censé la détester, et honnêtement j'ai beaucoup plus détesté le créateur que la créature. Il est affublé d'un physique absolument horrible, absolument terrifiant pour tous les êtres humains qui le croisent. C'est quelque chose dont il n'est pas responsable, quelque chose qu'il a jamais demandé, et et pourtant, il va essayer, à chaque fois, cette créature essaye tout le temps. Et il y a une espèce d'une ambiguïté, on sait jamais vraiment si ses intentions sont bonnes ou pas. Mais en fait, en prenant tout ce qu'il a vécu avant, c'est-à-dire son réveil dans un endroit qu'il connaît pas, sans avoir aucune attache, parce qu'il sait pas écrire, il sait pas parler, il comprend pas le langage humain, donc en fait, c'est un espèce de grand rien, et un grand rien qui est terrifiant. C'est une des premières choses qu'il va comprendre. Et c'était ça que j'ai le plus aimé sur ce livre. Donc je suis contente d'avoir enfin lu Frankenstein. Parce que c'est vrai que
c'est quelque chose qui a été tellement repris dans le cinéma, dans la littérature. Et c'est vrai qu'on connaît pas l'origine de cette histoire. Et moi, je m'attendais vraiment à quelque chose d'affreux, quelque chose d'horrible. Et l'horreur n'est pas là où on s'attend qu'elle soit. En tout cas, pour moi. Ensuite, attention, j'ai lu... comment ça s'appelle Lever de soleil sur la moisson de Suzanne Collins, que j'ai lu en anglais. Et comment vous dire, on sait, c'est Suzanne Collins. On sait que ça va nous dévaster au plus profond de nous-mêmes. Et je l'ai quand même lu. Voilà, je sais pas pourquoi je m'inflige ça. Les Hunger Games, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une dystopie que je recommande parce que je pense que c'est la meilleure qui puisse exister. Ici, on suit les jeux de Emmich, qui sont les 50e Hunger Games, c'est-à-dire une année d'expiation, une année où il y a des règles spéciales. Ici, c'est 2 fois plus de tribus que d'habitude. Donc normalement, il y a 12 districts et pour les Hunger Games, ils demandent 24 tribus en tout, filles et garçons. Ici, il y en a 48, du coup 24 et 24. Et Mitch est le seul et unique vainqueur du district 12. Donc ça se passe évidemment des années avant la trilogie originale. Je pense que ce livre est sorti pour ceux qui ont romancé le personnage du président Snow. Parce que ici, on a vraiment des démonstrations de pouvoir et de soumission qui sont horribles, mais vraiment, vraiment horribles. C'est assez terrifiant à quel point, en fait, finalement, les Hunger Games, c'est basé sur le divertissement, c'est basé sur le nombre de gens qui regardent et le nombre de gens qui aiment, et le nombre de gens qui s'attachent aux tribus qui vont mourir. Et même en tant que lecteur, on se rend compte de ça, parce que moi, personnellement, pendant toute la durée de ce livre, je me suis dit, ça me saoule que... Spoiler alerte. Pour ceux qui n'ont pas lu, qui ne connaissent pas les Hunger Games, vous pouvez passer. Pendant toute la durée de ce livre, je me suis dit, j'aurais vraiment aimé que ce soit Maisie Lee Donner, la gagnante, et pas Emmich. Donc franchement, ça marche même sur nous lecteurs, et c'est poignant, c'est horrible, mais je pense que c'est le but, et Suzanne Collins, elle est vraiment excellente pour ça, pour nous faire ressentir des choses où vraiment on se dit c'est aberrant, et d'un autre côté, une fois que tu sors de ta lecture, tu te dis mais en fait j'ai ressenti exactement la même chose que les gens qui regardent les Hunger Games par pur divertissement. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez terrifiant. Ensuite j'ai lu la voleuse de ballon de Anissa Maroufou. C'est un livre que ma copine m'avait offert, et ici on suit l'histoire de Khadija, qui est une femme et qui doit bientôt se marier. Elle a pas envie, donc un jour elle vole un ballon. Dans un acte désespéré, elle saute dans une montgolfière au moment où elle s'envole, et elle va se retrouver en plein cœur d'une guerre et d'un très gros complot entre deux peuples très différents. Et c'était une bonne lecture dans le sens où déjà il n'y a qu'un seul tome, c'est quelque chose qui se résout en un seul livre, et ça j'adore. Et franchement j'étais assez surprise, mais agréablement surprise par cette lecture, donc j'attendais pas grand chose finalement. Et c'était bien parce que là on a un folklore qui est différent. Ici on n'est pas sur des elfes ou des fées, on est sur des djinns, des dieux que je ne connaissais pas, et donc c'était assez bien. Après, encore une fois, quand il y a des romances dans les livres, surtout un seul livre comme ça, c'est compliqué de développer une romance. Et c'est vrai que là, c'était très précipité, j'ai trouvé, comme romance. Après, c'était le seul bémol. C'était pas le livre de l'année, hein. C'était divertissant le temps que je le lise, mais c'était quand même une bonne lecture, et je suis assez contente d'avoir lu ça, parce que ça m'a vraiment emmenée dans un autre monde. Et enfin, j'ai lu sur conseil d'une de mes amies Les Enfants du Silence. C'est un livre traduit du coréen dont je ne me rappelle pas l'auteur puisque je ne l'ai pas sur moi. Ici, on suit l'histoire d'enfants malentendants ou sourds ou muets qui sont donc dans une école spécialisée, et on suit une affaire puisque ces enfants se font violer, se font maltraiter. Donc voilà, c'est l'histoire de leur combat pour la justice et pour qu'on entende leur voix. Donc déjà c'était une lecture qui était dure, c'était une lecture horrible parce qu'on est sur des sujets affreux, des traumatismes affreux. J'ai pas spécialement accroché parce que c'est vrai que c'était très journalistique comme style d'écriture. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'avais assez l'impression de lire un article de journal, et c'est pas une lecture qui m'a plu pour ça. Après, je pense que quel que soit le format de ce livre,
c'est pas une lecture qu'on peut apprécier tellement c'est horrible les choses qui sont traitées dans ce... Enfin les sujets qui sont traités dans ce livre. Il paraît que ce livre a fait énormément de vagues en Corée quand il est sorti et que du coup grâce à ce livre-là, qui a été écrit d'ailleurs par une journaliste coréenne, euh, il y a eu des nouvelles lois qui ont été mises en place pour protéger les victimes et ça je trouve ça très bien. Un livre qui parvient à changer la loi, à changer la vision des choses, c'est quand même quelque chose de très beau. J'espère que je vous ai donné envie de lire certains de ces livres et j'espère vous retrouver pour mon prochain point lecture qui devrait arriver d'ici 2 jours. Voilà, voilà, gros bisous.